Salut à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo donc, où on va parler du jour numéro 4. 5 ou 3, ouais, en fonction de comme tu veux. Le dernier jour, donc normalement le plus croustillant. Amaury m'a dit que c'était croustillant. On a pu apprendre des choses sur les différents jours, donc ça c'est assez chouette. Et effectivement, aujourd'hui, n'a pas fait exception. Ok. On a des choses intéressantes à voir. Ok, très bien. Mais écoute, Amaury, comme d'accoutumé, je te laisse introduire en tout bien, tout honneur, les différents points que tu as pu soulever aujourd'hui. Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a vu, donc c'était une journée complète comme celle de hier, que vous pouvez voir dans la vidéo juste avant. Je pense que tu mettras le lien. On a vu 5 conférences. La première, c'était comment rester riche. Les leçons basées sur les données de 12 années de SEO axées sur le contenu. Percer sur YouTube pour le plaisir et pour le profit en 2025, fait par Stan Leloup de Marketing Mania. Et on a découvert qu'il avait fait une chaîne anglophone maintenant qui s'appelle Marketing quelque chose, donc j'ai oublié le nom. Mais Mania peut-être. Non, pas Mania justement. C'était un petit terme comme ça, mais bon, bref, il a une chaîne en anglais, donc vous pourrez découvrir ça. Gros hacking pour booster vos profits et comment dépasser les 8 chiffres avec votre agence SEO. Et je te propose que on regarde un petit peu ce qui s'est passé, comme on l'a fait sur les vidéos précédentes, sur les différentes conférences. La première, c'était comment rester riche. Et donc, on pourrait se dire, qu'est-ce que ça fait dans une conférence SEO ? Et ce qui est chouette, c'est que ce gars-là est dans le SEO et il a parlé de plusieurs aspects de justement gestion de l'investissement de façon générale et comment on pouvait voir ça pour le SEO. On va voir sur en gros l'implication SEO juste après, mais la première chose qui m'a quand même vraiment intéressé, c'est qu'il a parlé de la diversification. Tout le monde dit oui, il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, diversifier vos investissements. Et en fait, là où il a soulevé un point que je trouvais ça assez intéressant, c'est qu'on pourrait dire oui, mais en fait, tu achètes des actions, tu investis, je reprends inversement. Il donnait l'exemple d'un milliardaire qui avait fait fortune au Brésil, où il avait acheté une entreprise d'extraction de pétrole, une entreprise d'extraction d'or et une entreprise de shipping, donc de logistique. De logistique. Et en fait, ce mec-là a fait faillite. Il est passé à moins 1 milliard de dettes alors qu'il était à plus 35 millions de valo. Et justement parce que il semblait se diversifier avec plusieurs entreprises, mais en fait, si on regarde, toutes ces entreprises étaient corrélées aux commodities, donc les matières premières. Et du coup, vu qu'il y a eu une récession, les matières premières ont été moins valorisées et donc en fait l'intégralité de ces investissements ont été pénalisés. Et donc là où ils pensaient être diversifiés, en fait si ces actifs sont corrélés, en fait tu peux te faire pénaliser sur l'ensemble de tes investissements et donc là où tu penses être diversifié, en fait tu peux ne pas l'être. Et donc il donnait l'exemple des matières premières. Donc si vous investissez que dans des profils de la matière première, c'est pas diversifié, même si c'est plusieurs classes d'actifs mais dans le même risque. Pareil sur la géographie, donc si tu as ta maison, si tu possèdes ta maison en France, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller acheter des entreprises du CAC 40 ? Parce qu'en fait, tu es exposé sur la même géographie. Donc si la France a un problème, mais complètement. Et la France a potentiellement en ce moment, en tout cas, des fragilités. Donc peut-être que ça prend tout son sens en termes de temporalité. Ce que tu es en train de dire. Et au-delà de ce risque français, en fait, de façon générale, si tu as ta maison en Thaïlande, peut-être qu'acheter des entreprises en Thaïlande, mais tu pourrais dire oui, mais l'immobilier et la bourse, c'est différent, donc je suis diversifié. Mais en fait, si tu synchronises sur un des différents éléments, que ce soit le type d'actif, le type de risque, le type de catégorie d'actifs, le type de localité, d'implication, en fait, tu peux être extrêmement focalisé. J'entends bien. Et donc, il nous donnait plusieurs exemples de profils d'investissement. Donc, le risque on, donc c'est normalement quand l'économie grossit, ce qui va monter. Il y avait, je regarde, c'est tout petit, mais les actions, les cryptos, ce genre d'actifs. On avait le risque off, qui va être plutôt les actions, le cash. Donc on a la partie déflation qui va être plutôt avec les obligations. Donc quand l'économie se contracte, vu qu'il y a globalement, c'est souvent lié avec un taux d'intérêt qui augmente, les obligations augmentent. En tout cas sur la rémunération et tout ce qui va être orienté vers l'inflation, donc avec les matières premières, l'or, ce genre de choses. Et donc ça c'est un peu ces 4 grandes catégories, c'est là où on peut aller pour de la diversification, en faisant attention bien sûr avec les parties géographiques, ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a parlé, il a mis ça en perspective en disant, mais en fait, dans notre cas de SEO, en fait, on va voir la même chose.
Il donnait l'exemple de moi je me suis fait éclater mon site d'affiliation grâce à Google. Enfin, on connaît HCU, tout ça, quoi. Et du coup, le truc classique, c'est c'est pas grave, je vais en faire 10 comme ça, 10 sites d'affiliation, comme ça, je serai protégé. En fait, dans ce cas-là, tu es extrêmement focalisé sur une dépendance à Google. Et donc, un des éléments qu'il donnait, c'était Google, le online et le offline. Et donc dans Google, ça va être les sites d'affiliation, ça va être tout ce qui va être SEA, SEO, enfin ces éléments-là. Dans online, on avait tout ce qui va être autre, genre Amazon FBA, e-commerce, ce genre de choses. Et dans offline, là justement, il disait en fait c'est tous les business physiques, de l'agriculture, de l'immobilier, ce genre de choses. Le kebab, le fameux kebab. Voilà, entre autres. Et du coup, donc, lui, son plan, c'était, il avait fait un exit sur une boîte qui était plutôt orientée web, avec une agence, et il a quand même encore des actifs orientés génération de flux monétaires dans Google. Et lui, son plan, c'est prendre cet argent et de le faire passer dans la partie justement physique. Lui, son business model maintenant, c'est d'acheter des boîtes chiantes, comme il disait, des entreprises de nettoyage, des choses comme ça, pour justement sécuriser cet argent. Mais je suis bien d'accord avec lui pour le coup. Moi j'avais un mec qui a gagné beaucoup d'argent et qui m'a dit gagner de l'argent c'est pas le plus difficile, c'est encore plus difficile de l'investir correctement. C'est pas les mêmes compétences en fait. Et ce qu'il disait c'est que un entrepreneur c'est quelqu'un qui va arriver à trouver les opportunités. Et ça c'est pas forcément, on peut pas forcément l'apprendre d'après lui. Alors que être capable d'avoir les bonnes méthodologies pour sécuriser son argent, ça, il trouvait que c'était plus facile à apprendre. Pour sécuriser, oui. Pour être en mode être plus en mode investisseur, ça peut être investisseur dans le sens où ça peut être plus compliqué. Après, j'ai pas de compétences particulières là-dedans, ni dans la sécurisation, ni dans l'investissement. Mais tu vois, c'est un petit peu mon retour. Ok, en tout cas, c'est intéressant. Et un des petits exemples aussi qu'on pouvait voir, c'était il nous a montré une courbe où globalement, il se passe pas grand-chose. C'était l'argent gagné et les choses qu'on pouvait se payer. Et en fait, au début, en fonction de ce que tu gagnes, ça change pas grand-chose sur le spectre qu'il nous avait donné, qui était de globalement survivre à pouvoir voler en jet privé. Et en fait, pendant longtemps, ça se passe pas grand-chose, jusqu'à un moment où ça s'accélère très très vite, le cash dont tu disposes, avec je peux m'acheter ma maison, je peux plus jamais avoir à travailler, ne plus regarder le prix au resto et voler en classe affaires, ou en jet privé. Et du coup, c'était la question il ne faut pas abandonner ce que tu as déjà pour ce dont tu as besoin pour quelque chose dont tu n'aurais pas besoin. Et il nous donnait l'exemple de deux exemples. C'est dans un premier cas, tu avais le choix entre deux boîtes. Une boîte avait $10 dedans et une boîte avait 50% de chance de te donner $20 et 50% de chance de te donner $0. Et en gros, dans ce cas-là, il te demandait de choisir quelle boîte tu allais prendre. Toi, tu aurais choisi quoi? Moi, je suis un crochu, donc peut-être la première solution. 10 ? Ok. Et du coup, après, il faisait la même chose, mais avec 10 millions sûrs. Ou 20 millions 50% et 0 50%. Je prends 10 millions aussi. Et je pense que n'importe qui prend 10 millions, non? C'est ça. Et en gros, là, l'idée, c'était, à part peut-être des gens qui aiment bien toute la partie iGaming, comme on dirait. Franchement, là. En fait, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de gens sur les petits montants. Enfin, tout ça va pas changer ta vie. Qui sont plus joueurs, moi concrètement 10 € de plus, ça change pas grand chose. Bien sûr, d'accord. Mais par contre 20 balles ça me fait plus griffer quoi. J'entends. Et 0, ça changerait pas grand chose. Et par contre sur les 10 millions, ça fait une vraie différence. Et alors que le 10 à 20, ça change plus grand chose. Complètement. Ça change des choses, mais ça change plus grand chose. Et donc c'était intéressant cet aspect-là, et manifestement avec les gens avec qui j'ai pu en discuter, on était assez d'accord sur ce raisonnement-là. Non, mais absolument. Après, je suis peut-être le chef des crochus, c'est pour ça que je t'ai répondu. Après, t'étais pas à la conf. Donc, mais mais j'entends bien, complètement. Donc voilà, ça c'était assez intéressant sur, t'as fait un peu d'argent, comment tu fais pour justement éviter de retomber à zéro et perdre cet argent qui a été quand même compliqué à construire. La deuxième conférence, c'était les leçons basées sur 12 ans de SEO axé sur le contenu. Globalement, c'était très orienté A/B testing. Si on résumait, l'idée c'est de tout tester. Il nous a donné en fait quelques exemples de tests qu'ils ont fait dans leur entreprise et pour leurs clients, parce que c'était une agence. Notamment le fait que, et donc j'ai quelques chiffres à vous partager, le Sticky CTA, donc en gros un gros bouton bien contrasté en haut de la page, en haut à droite, qui reste fixe en haut à droite.
c'est ce qu'on appelle un sticky bouton, un sticky cité. Et dans les exemples qu'il avait eu, ça a augmenté de 39% les conversions. Ok. Donc intéressant. Ouais. Après, l'idée c'est que en fait, ce chiffre-là se met dans le cadre de leur test, qui est toujours, ce que je trouve toujours assez embêtant avec ces genres d'exemples, c'est qu'ils te disent ouais mais ça fait X% de mieux. Oui, ça dépend. Et en fait ça dépend d'énormément de choses, de ton secteur, ça dépend de ton site, ça dépend des gens qui viennent dessus, de ce qu'ils cherchent. Et du coup l'idée quand même c'est juste tester pour votre site. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'une partie compliquée, et je sais que moi c'est une des parties que je faisais pour mes freelance, en freelance pour des clients, d'améliorer leur site, donc gros hacking ou l'optimisation de la conversion et de l'acquisition. Et donc on testait des choses, et une des parties compliquées, c'est de trouver les idées en fait qui vont être pertinentes. Et on verra ça dans la conf juste après. On va les orienter, mais juste après on verra comment trouver ça. En fait, trouver ces idées, après il faut les tester. Et ça peut être la partie dure, et après prioriser pour savoir ce que tu vas mettre comme que tu vas tester comme idée en fonction de différents critères. Et il donnait un framework que j'utilise avec mes clients et que j'aime bien, et donc on en parlera juste après. Un autre exemple, c'était dans le Hero Space, donc la partie haute de la page, qui est celle qu'on voit quand on arrive. Il disait que il y a pas mal de sites où c'est une image très large, donc qui prend toute la page, et potentiellement qui va faire descendre le contenu. Et là, il disait qu'en fait, d'avoir mis une petite image, donc le titre, une petite image à droite potentiellement, ça avait augmenté de 7%, quasiment même 8% le temps passé sur le site. C'est pas con. Est-ce que c'est parce que l'image pèse moins et du coup le site charge plus vite? Alors moi j'aurais pas dit ça instinctivement, j'aurais dit juste que du coup les gens, peut-être, si l'image est plus petite, peut-être il y a moins d'informations dedans, et donc les gens scrollent pour aller chercher l'information. Alors que s'ils font un gros hero, tu vois, avec quasiment les informations les plus importantes dedans, tout est déjà en place. Après, du coup il y a pas mal de, je ne sais pas. Ouais, là du coup c'était quand même globalement la même image, je crois, dans les deux exemples. Ok. Mais en fait peut-être que ça remonte l'image, peut-être que ça permet de voir en fait qu'il y a du texte en dessous et donc donner envie de. En fait je pense qu'il doit y avoir plusieurs éléments qui font ça. Mais il y avait j'ai plus les chiffres en tête, mais sur Amazon je sais que par exemple si le temps de chargement augmente de dixième de milliseconde, en fait le CA généré par Amazon diminue énormément. Et du coup peut-être qu'il y a un peu tous ces facteurs qui interviennent, et ce qui est intéressant c'est que c'est un facteur qui va être vu par tout le monde, ce qui est sur la partie haute de la page. Donc, si vous voulez tester des choses, c'est quand même c'est une partie intéressante à tester. Peut-être la partie la plus importante. Après, la vraie question, c'est est-ce que ça a augmenté son taux de conversion, tu vois ? Je n'ai pas renoté ça, mais je crois qu'effectivement, il testait la chaîne jusqu'au bout. Ok. Et je ne sais plus s'il ne nous l'a pas dit ou si je ne l'ai pas noté, mais potentiellement, ce test-là n'avait pas d'impact, ou alors il avait aussi un impact positif là-dessus. Je ne sais plus, mais oui, c'est effectivement l'idée de... Ça peut être des vanity metrics, les trucs qui font juste mon site, les gens restent des tonnes de temps sur mon site, mais si ça ne fait pas de sous, c'est pas intéressant. Complètement. Après, donc, on s'était orienté contenu, donc il nous a dit qu'il avait construit un score sur justement comment prioriser les mots-clés qu'il allait travailler. Et pour ça, donc, il avait le Keyword Opportunity Score, le KOB, qui était défini par le coût d'acquisition du trafic sur la difficulté, fois le critère, un score de pertinence divisé par à quelle fréquence il allait rafraîchir son contenu pendant l'année. Ah d'accord, ok. Et je trouve ça intéressant parce que ça intègre un critère qu'on n'a pas souvent, qui est en gros, on avait vu dans les vidéos précédentes qu'il faut rafraîchir son contenu, qu'un contenu récent, ça a quand même pas mal d'avantages pour rester dans l'attention, tous ces éléments-là. Et là, ça permet d'avoir un score qui prend en compte ça, et je l'avais jamais vu dans tant que tel. C'est vrai. Donc ça, je trouve ça malin. Un autre exemple, c'était, je sais pas s'ils nous entendent avec l'avion, parce que c'est l'inconvénient de Shanghai. Voilà. Mais un des tests qu'il a fait, c'est que le contenu c'est l'importance de mettre des datas. Donc ce qu'on disait dans une des conférences, on a débrief hier, je crois, c'était qu'avoir ses propres données, ses propres études, avec des données quantifiées, des statistiques, c'était super important. Et là, donc, il l'a quantifié d'avoir justement créer du contenu à partir de ces statistiques. Je sais pas, on a fait une étude qui a montré que les gens sont intéressés à 95% du temps à ces éléments-là. Ça générait 83 plus de valeur de trafic. Donc, sur Ahref, il y a un chiffre en dollars qui est apposé. Et donc c'était 83% de plus, 51% en plus de trafic, et que ça générait du coup aussi plus de backlinks, 34% plus de liens, parce que c'est un peu ce qu'on appelle le link baiting. Ouais, complètement. Initialement, les gens faisaient ça pour ça. C'est-à-dire, ils commandaient des études, comment ça s'appelle le truc des études en France ?
voilà, ils commandaient des études à l'IFOP dans l'idée d'avoir du backlink naturellement et depuis des gros médias souvent. Complètement. Ça, ouais. Et sans le faire à l'IFOP, ça peut être aussi, ce qu'on disait hier, vous avez une entreprise, vous générez de la donnée, en fait ça peut être cool pour vos clients et surtout pour votre acquisition comme ça, d'utiliser cette stat pour faire du contenu, et surtout ce qu'il disait, c'est de s'en resservir. Ouais. Tu fais une étude et tu la mets dans une base de données, et après tu sais que pour tous tes contenus pour l'année à venir, potentiellement tu as du contenu qui marche mieux. Et il disait aussi que pour le SEO c'est cool, et on a des stats, mais pour aussi l'outreach, donc l'envoi de mailing, ça marchait mieux aussi d'envoyer des études avec de la donnée plutôt que des infographies, par exemple, des contenus créatifs. Et ça marchait mieux pour eux de 46% plus performant. D'accord. Donc, oui, c'est vrai que ça marche bien. Donc aligné sur le fait qu'en fait les gens aiment les chiffres, ça a l'air scientifique en fait. Mais si j'avais une blouse blanche, je serais vachement plus sérieux. Peut-être que je serais en consultation. Là. Mais non, t'as raison, les gens aiment les chiffres, de manière générale, c'est des bons contenus. Quoi. Et du coup, ça fait le lien avec la conférence sur le gros hacking. Manifestement, on est sur 1 heure d'avion là aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est pas le bon moment. Donc le gros hacking pour booster vos profits. La résumé aussi ici, c'était tester absolument tout, sans avoir de biais sur les résultats. Donc c'est je n'ai pas forcément d'avis, j'ai plusieurs idées, donc je brainstorm pour avoir plein d'idées, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais tester différentes choses avec le framework dont on parlait tout à l'heure, la méthodologie ICE, donc pour impact, qui demande justement quel est l'impact de ce test que je vais vouloir mener. Confidence, donc la confiance, qui va demander quelle est la confiance que j'ai dans le fait que ça va améliorer ma conversion par exemple sur mon site. Et la ease, donc la facilité à mettre ça en place. Et en fait, on le score sur 10 pour chaque élément. Après, tu le fais soit une somme, soit une multiplication en fonction de ce que tu peux faire. Et ça te donne un score total. Donc pour chaque idée, tu peux te dire, dans mon hypothèse, c'est changer la couleur de mon CTA tout en haut. Ça peut être restructuré, justement mettre une petite image dans mon space à la place de la grosse image. Et en fait, tu scores tout ça et ça te dit, par quoi commencer? Par celui qui a le plus gros score. Et donc ça, c'est intéressant, c'est ce que j'utilise avec mes clients et c'est quand même une bonne méthode qui est quand même assez connue là-dessus. Quoi. Et puis c'est vrai que tu as une expertise aussi là-dessus. Tu m'as dit que tu faisais pas mal d'études de data, toi, par rapport à tes clients. À la base, je fais du freelance en tout ce qui va être acquisition, conversion, analyse de données, donc tout ce qui va être analytics. Du coup, derrière, maintenant, ils appellent ça gros hacking, mais c'est avec A/B testing. Et c'est ce qu'on utilise. Et du coup, derrière, dans l'A/B testing, une bonne pratique, et dont tu parlais, c'est en fait, on va mettre en place un A/B test avec l'objectif d'arriver à un niveau de résultat qui nous donne une confiance statistique que, en fait, on a 90% de chances que les résultats qu'on a sont valables. Et en fait, pourquoi je dis confiance statistique? Parce que on va par exemple regarder le nombre d'impressions qu'on a eu, le nombre de clics qu'on a eu, et en fait, ça nous donne un taux de conversion, et on peut savoir pour la version A et pour la version B les taux de conversion. Et en fait, en fonction du volume, on n'a pas le taux de conversion réel, mais un taux de conversion estimé. Et du coup, avec des calculs mathématiques, on est capable de dire si c'est vraiment une vraie différence de l'expérience ou si c'est juste le hasard. D'accord. Oui, ça c'est important parce que notamment, même si j'ai moins d'expertise que toi sur ce sujet, souvent le problème des A/B tests, c'est quand les gens ont des difficultés à mesurer en fait. Voilà, c'est vraiment très important de mesurer pour savoir si ce que tu es en train de tester fondamentalement a fait un impact. Ça semble con ce que je dis, mais ça l'est pas tout à fait. Mais ça l'est pas du tout en plus. J'ai quand même pas mal de clients qui me disent mais du coup, ça c'est une bonne idée, on va le mettre sur le site. Si on le met sur le site, on peut pas mesurer. Potentiellement, tu le mets sur le site, je sais pas, tu rentres de vacances d'été, tu le mets sur le site en septembre, et que tu te dis mais là on a un meilleur taux de conversion que le mois dernier. Sauf que le mois dernier c'était août. Et donc tu n'aurais pas de conversion parce que tu es un business qui est un peu saisonnier. Et en fait, l'intérêt de l'A/B testing, c'est que tu vas avoir la même période, les mêmes types de personnes. Et donc tu as un environnement qui est contrôlé, et tu sais que les changements, c'est pas la saisonnalité, c'est pas les types de personnes, c'est pas le moment de la journée. C'est vraiment les mêmes personnes qui ont vu des pages différentes, et on sait du coup que la seule différence, c'est notre modification. Et on peut quantifier ça précisément. Et donc ça demande d'utiliser les bons outils et la bonne méthodologie, et du coup faut pas le faire comme un cow-boy quoi. Si tu veux avoir des résultats un peu utilisables, ça se fait bien. Et du coup donc l'idée c'était ce fameux brainstorming dont on parlait, et il nous disait en fait si vous êtes un affilié, il y a potentiellement des choses intéressantes à tester, l'ordre des produits sur une page, en fait il y a combien ils vont vous payer, à quel point vous aimez les produits, mais aussi justement combien ça va convertir concrètement. Et oui, parce que tu as plusieurs KPI, tu as la conversion et la valeur de la conversion, et
c'est encore une fois, ça semble bête ce que je dis, mais quand on cherche à gagner de l'argent, ce n'est pas des détails. C'est ça convertit peut-être mieux, mais en même temps ça vaut moins. En fait, in fine, qu'est-ce qui fait le plus de sous pour capturer des emails, pour le retargeting, pour la structure de vos pages, pour la navigation. En fait, tout ça, ça peut se tester. Et du coup, à la fois sur votre SEO, et à la fois sur vos conversions. Et si vous avez votre propre produit, ça peut être le pricing, le tunnel, la retargeting, l'emailing, l'envoi de paniers abandonnés, les différents trafics, les différents canaux d'acquisition de trafic, les témoignages sur la page de checkout ou pas, bref, ce genre de choses. Tout ça, ça peut se tester et c'est une bonne pratique et c'est des choses que vous pouvez AB tester mais scientifiquement. Quoi. Ouais. Et sur tous les éléments que tu as listés là au niveau des bonnes pratiques, tu vois, des choses de bons pères de famille à mettre en place pour augmenter la valeur du panier ou le taux de conversion, tous ceux qui font de l'achat de trafic, ils le font naturellement. Ouais. Voilà, le SEO souvent est un peu moins éveillé sur ces. C'est ça. Quand tu payes ton trafic, t'es vachement plus attentif à avoir une page qui convertit. Grave. Ce qui est dommage parce qu'en fait le SEO paye, sur le SEO il paye son trafic cher aussi, pas chaque clic, bien sûr, en fait son effort, son temps, sa patience. C'est de plus en plus vrai. Entre tes liens et ton contenu, on le disait dans les précédents, il te faut du bon contenu, ça coûte cher. Et il te faut des bons liens, ça coûte cher. Oui, donc, le SEO est de moins en moins gratuit, ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Ce qui nous amène sur la conférence de Stan Leloup. Ah, c'est bon, via Stan. Stan Leloup, donc c'était percé sur YouTube pour le plaisir et le profit. Donc avec sa chaîne Marketing Mania qui a quand même bien réussi. C'est vrai. Le SEO sur YouTube, il disait que c'est plus simple, on a notamment pas d'update. À nouveau, coucou HCU et toutes les précédentes et toutes celles à venir. Et lui, il disait que en fait, pourquoi il y a moins d'updates ? Parce que YouTube, c'est vachement plus proche de la psychologie humaine. C'est en fait capter les gens et les garder. Et ça, il nous a expliqué un petit peu sa façon de fonctionner avec deux métriques importants qui sont le CTR. C'est globalement quand YouTube va montrer votre vidéo quelque part sur la page, est-ce que les gens vont cliquer ? Et watch time, c'est combien de temps vous restez sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller pensez à aller jusqu'au bout de cette vidéo, améliorer notre watch time. Et du coup, il disait que globalement, il y a deux stratégies d'acquisition de trafic sur YouTube qui sont la stratégie de recommandation, donc c'est créer des vidéos qui vont essayer d'être mises en avant sur la page d'accueil ou en recommandation sur le côté. Ok. Oui, mais ça marche très bien. Il y en avait un justement qui avait fait il s'amusait en fait à chaque fois à faire des titres de vidéos genre pourquoi X est un escroc. Tu vois, par exemple, typiquement pourquoi c'était Théophile Elliott en l'occurrence à l'époque. Pourquoi c'est un escroc et le mec du coup était en recommandation des vidéos de Théophile qui faisait énormément de vues. C'est un bon axe. C'est un peu la stratégie du media buy Facebook par exemple. Personne ne t'a demandé et tu es mis en avant et si ta pub est intéressante, tu vas être plus facilement mis en avant. En opposition à la stratégie SEO. Où là l'idée c'est que tu n'as pas vraiment de raison d'être mis en avant sauf si quelqu'un tape un mot-clé. Et du coup c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes types de contenu. Et il a fait le distinguo entre les deux. Mais dans tous les cas, ce qui va compter, c'est d'avoir un bon hook, donc créer la curiosité. Un hook sur la vidéo. Là, on parle pour l'instant en amont, vraiment inciter à cliquer. Ah d'accord, ok, on est sur le CTR alors, ok. On est sur le CTR et c'est donc créer créer la curiosité, générer une émotion. Souvent négative quand même parce que ça marche mieux. Je crois j'avais vu une étude où à situation équivalente, t'es prêt à jouer à un jeu où tu peux perdre 1 si en face tu peux gagner 4. Donc en fait c'est 4 fois plus fort ou 3 fois plus fort, je sais plus, mais je crois que c'est à peu près ce niveau-là. La réaction humaine au niveau de l'émotion négative par rapport à l'émotion positive. Donc facilement sur les miniatures, il va y avoir de la peur, du dégoût, ce genre de choses. De la haine et tout. T'as qui a envie de cliquer sur quelqu'un d'heureux pendant ça c'est ça. Après, il y a des youtubeurs qui bien sûr. Je crois qu'un MrBeast est plutôt sur la partie joyeuse. Mais effectivement, ça marche mieux. C'est pour ça peut-être qu'on a des médias qui sont quand même assez pessimistes. Parce que c'est ce qui clique en fait. Et avec justement une grosse tête, du contenu qui contraste. Donc on voyait, il nous avait montré une miniature de MrBeast avec un gros toboggan jaune, avec la ville en bleu derrière et un t-shirt très présent en rouge fluo. Et du coup l'idée, donc là c'est que vous avez fait une belle miniature, c'était de créer, de construire sur ce hook. En fait le hook, ça va faire une promesse.
Et l'idée, c'est d'aller répondre à ça rapidement derrière. Ouais. Donc, lui proposer quelque chose d'inattendu. En fait, c'est vraiment surprendre au fur et à mesure. Donc, dès que la vidéo commence, surprendre tout de suite. Okay. C'était première phrase, vous surprenez, vous proposez quelque chose d'inattendu. Oui, parce que les gens se barrent très très vite. C'est ça. A priori, c'est les 30 premières secondes qui sont les plus, où tu as le plus gros drop. D'accord, c'est là où ça se travaille particulièrement. Et c'était super intéressant parce que moi j'ai envie de me mettre sur YouTube là. Ouais, donc j'ai gardé ça précieusement. Et donc les 30 premières secondes, on propose du contenu qui répond au hook qu'on a levé dans la miniature. Et après l'idée c'est de créer, donc il y avait une flèche du temps qui passe et c'était donc créer un hook, y répondre, créer un hook, y répondre. Et en fait, c'était vraiment essayer de regagner l'intention de la personne en boucle. Donc pas forcément toutes les 30 secondes, mais lui, il disait le métrique, c'était de faire ce cycle d'ouverture-fermeture de cycle d'intention toutes les 3 minutes. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir une rétention et donc le fameux watch time, le deuxième métrique le plus important. C'est vrai que c'est un vrai, il y a une vraie réflexion derrière tout ça. Pour le coup, moi, sur mes vidéos YouTube, tout ça, ça n'a jamais été conceptualisé. Et pourtant, si tu veux faire et souvent c'est vrai aussi quand tu fais du mainstream ou quand tu veux t'ouvrir, tu vois, et que les gens te découvrent plus facilement pour avoir des bonnes datas sur YouTube, je pense que là, du coup, ça va avoir vraiment d'importance. Mais c'est vrai que moi, en gros, on allume la caméra, on discute, et tu vois, j'ai jamais conceptualisé ça. Ouais, complètement. Mais du coup, c'est peut-être, c'est aussi les super bonnes pratiques. Ouais, c'est des bonnes pratiques, complètement. Et c'est pas forcément intuitif, mais ça fait sûrement une vraie différence. Oui, et ça fait sens surtout. Je veux dire, si les gens se barrent moins que chez les concurrents, etc., YouTube, tu le mets en avant. C'est ça. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on a un truc extrêmement important à vous dire à la fin. C'est un peu le classique, le hook. Bref, non, ça pourrait être ça. Mais la dernière conférence, c'était du coup comment dépasser les 8 chiffres avec votre agence SEO. Donc là, Stan, c'est fini. Ouais, Stan, c'était globalement les grandes lignes. Ok. On a vu CTR, Watch Time. Et c'était assez. En fait, c'était plutôt débutant, mais c'était vraiment très, très rempli en exemples. Et l'idée, c'était, in fine, c'était inspirez-vous de ce qui marche aux US. En fait, inspirez-vous de ce qui marche, même au-delà des US, pour construire des contenus qui vont être intéressants, quoi. Ok. C'est vrai que ça va que c'était Stan. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu. Il n'y avait pas le petit truc là en plus. C'était très orienté exemple. Ouais, les exemples étaient bien. Je pense que, un peu ce que tu disais là, c'est logique en fait. Ah oui, on veut accrocher les gens et les garder. Ok, mais tu demandes à n'importe qui dans la rue, potentiellement il te sortirait quelque chose. Ouais, complètement. Et derrière, en fait, c'est la capacité à le mettre concrètement en œuvre. Ah oui, ça c'est. Et ce qui était chouette, c'était que justement, il nous montrait plein d'exemples. Ok, ce channel-là, il a une vidéo, elle a fait 2,8 millions de vues, quoi. Pourquoi ? Ça, c'est très intéressant par contre. C'est très intéressant. Et du coup, c'est pas compliqué de reprendre tous les exemples. Ouais, bien sûr. D'aller décortiquer finalement des choses qui cartonnent, comme tu l'as dit, je pense que ça peut être le meilleur des exemples. Et après, il nous donnait un exemple, voilà un mauvais hook, voilà un bon hook, voilà un excellent hook. Pourquoi ? Ok. Et du coup, c'était quand même assez intéressant parce qu'on a quand même 45 minutes conf plus questions. D'accord. Donc on a le temps de regarder quelques trucs. Et donc c'était débutant en contenu, débutant en valeur, mais des exemples pour que tu puisses justement avoir des choses à te mettre sous la dent. Avec est-ce que tu peux trouver ton inspiration ? Ouais. Ah oui, ok. Et donc c'était plutôt chouette pour ça. Et donc c'est globalement aller sur YouTube, regarder ce qui marche. Si vous avez des concurrents sur une chaîne concurrente, regardez les vidéos qui ont bien marché. Oui, bien sûr. Et en fait, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence entre cette vidéo-là et les autres potentiellement. Et les autres qui bident. Est-ce que c'est la tournure ? Est-ce que c'est que la miniature a été faite par un miniature maker ? Oui. Est-ce que c'est plutôt une vidéo, une photo en contre-pied de ça ? Parce qu'un Sam Sulek par exemple. Un Sam Sulek qui est un bodybuilder qui fait des vlogs assez lents pour le coup et quotidiens, va faire comme miniature une capture d'écran de la vidéo. C'est vachement moins travaillé. Lui, ce serait plus mon style, tu vois. Ouais, mais c'est vachement moins travaillé, mais il marche, il cartonne. Il cartonne. Et du coup, en fait, il nous montrait aussi des exemples sur cette stratégie-là. Donc il n'y a pas une stratégie unique, c'est plutôt par rapport à ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui peut marcher en fait, quand même, essayer de comprendre les ressorts psychologiques. Et sur l'exemple d'un Sam Sulek versus un MrBeast, qui ne sont pas du tout le même niveau de travail, en tout cas pas les mêmes approches, c'était la théorie du contre-signalement
Donc en fait, quand tu vas t'habiller très bien, c'est parce que tu veux prouver que tu appartiens au clan des gens qui réussissent peut-être. Et en fait, le contre-signalement, c'est moi je fais l'inverse, donc je me complètement dépravé. Et du coup, potentiellement, ça peut signifier que tu t'y intéresses pas. Et donc, ça pourrait te placer même au-dessus de ce groupe-là. Oui, non, mais j'entends très bien. Ouais. Les gens, de toute façon, vont aller vers. Moi, typiquement, j'irais plus vers un mec qui s'habille pas bien et je me dis, tiens, peut-être qu'il a quelque chose. Tu vois, en fait, chaque personnalité va trouver son compte. Et inversement, tu vois des gens qui se filment avec la Lambo. Ouais. Moi, ça va pas du tout m'attirer. Je sais que tu as masse de gens qui vont plutôt aller vers ce genre de vidéos. Quoi. Ouais, complètement. Okay. Voilà, c'était globalement la conférence de Stan qui était quand même assez riche en exemples. Et donc intéressante. Très bien. Et la dernière conférence, c'était plutôt orientée agence. Et c'était une grosse agence américaine qui, je crois, cette année vise les 20 millions à peu près. Donc une belle agence. Et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est parce qu'il explique donc du début jusqu'à maintenant comment il a fait. Donc son 0 à 1 million, il disait c'est très simple. J'ai commencé par écrire un petit feuillet, le SEO pour les agences, enfin les avocats. D'accord. Tout ça en anglais. Et il a prospecté tous les avocats de sa ville, donc il était à Atlanta, et il a pris tous les avocats, il leur a envoyé ça en disant voilà votre valeur de trafic SEO, en prenant le chiffre sur Ahref équivalent. Et voilà la valeur de trafic pour vos concurrents. Et ça c'est très bien. C'est super malin. Ouais, complètement. Et du coup, donc ça, plus son petit livret, son petit livre fluet, mais en fait, il a envoyé ça à tous les avocats et ce qui lui a permis d'avoir des premiers prospects, donc des premiers clients, ce à quoi il a fait des case studies et en fait, il a fait ça globalement en boucle jusqu'à atteindre le million. Après, ce qui est chouette, c'est que l'idée est excellente. Aux US, globalement, il nous disait il commence à facturer 8 000 € par mois pour la première presse rap. Ça va de 8 000 à peut-être 30 000 € par mois. Et du coup, c'est peut-être pas forcément la même typologie de budget qu'on peut avoir en francophonie. Non, après ça reste des avocats quand même. Oui, bien sûr, mais du coup, là où tu es incentivé sur un pourcentage de réussite, en gros, tu gagnes un pourcentage du montant gagné aux US, je crois. En France, c'est interdit. Oui, complètement. Donc ils n'ont pas les mêmes potentiels de revenus non plus sur la valeur. Mais c'est vrai qu'ils coûtent très cher malgré tout, même en France. Il reste très cher, on est d'accord. Et du coup, donc, une fois qu'il avait ses prospects, il disait qu'il commençait par un premier call sans vente où l'idée c'était vraiment en fait, je veux vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Ensuite, il faisait un deuxième call beaucoup plus court où il allait présenter sa proposition avec des choix qu'il n'envoyait pas en amont, il présentait pendant cette présentation, pendant cet appel-là. Et donc c'était pas voilà un choix unique qui pourrait être un oui ou non, mais plutôt voilà les différentes propositions que je vous fais et du coup tu pouvais choisir par rapport à 3 offres. Et si le client avait moins de budget, il préférait dire non a priori, parce qu'il pensait qu'en dessous de ce budget-là, ça lui permettait pas d'avoir les résultats intéressants pour satisfaire le client. Donc c'était assez intéressant. Et derrière, donc, ça a grandi assez vite. Pour jusqu'à 3 millions, il a réussi à monter comme ça, mais ça faisait de lui, au début il était SEO. Après il a commencé à être SEO et CEO, donc directeur de la boîte. Et en fait, là il commençait à être trop occupé. Et donc il a commencé à structurer, il a embauché des directeurs, une assistante. Et un des points importants, c'était justement le shootage de son équipe. Parce que il préfère, en fait, le plus important a priori, c'est de satisfaire, de protéger ses employés à tout prix, même avant ses clients. Parce que si tu prends soin de tes employés, ils prennent soin de tes clients. Et du coup, quand il a commencé à faire du cash, il a commencé à se disperser, il a arrêté. Et là, du coup, maintenant, il est full focus sur la partie CEO. D'accord. Donc gestion de la boîte, il a tout délégué, maintenant avec à peu près 20 millions de CA, il a je crois une équipe de 150 personnes, ce qui est vachement plus facile du coup. Oui. Et donc il a parlé justement de cette recherche de la productivité à tout prix, et que pour continuer à pouvoir innover, à faire des choses intéressantes, il avait réduit en fait il s'était libéré 2 jours par semaine sans rien sur son agenda pour aller plutôt sur une partie créativité. D'accord. Et pas chercher la productivité à tout prix en permanence. Et ce qui était marrant, c'est que donc on voyait au début son petit pamphlet limite auto-imprimé à la maison SEO pour les avocats. Et en fait maintenant il a fait un vrai livre. C'est super sympa et en fait il continue cette stratégie et manifestement ça marche plutôt bien pour lui. Oui, non, mais après voilà, à nouveau, il n'y a
y a pas de débat en fait, c'est bien articulé quoi. Elle était intéressante. Après, belle success story, ça donne des petits exemples de ok, mais enfin, je trouve ça intéressant. Il s'est niché aussi profond que du SEO pour avocat. Et en fait, j'ai été surpris à la fin qu'ils disent en fait, je fais toujours du SEO pour avocat avec ce livre-là. Mais les avocats ont super faim en SEO. Hein. Ouais. Alors aux États-Unis certainement encore plus. En France, il me semble que sur Google, il me semble que, tu vois, ils n'ont pas le droit de faire de la pub, je pense. Mais ils ont le droit d'être présents sur Google et donc je sais que c'est un peu la guerre. Tu vois, moi j'ai pas mal été dans l'affiliation pour tout ce qui était téléphone, avocat téléphone. Ouais. Et c'était assez rémunérateur comme niche. Okay. Donc les avocats sont prêts à payer quoi. Mais du coup, ce que je trouve, là où on n'est pas allé par exemple, c'est en fait une fois que tu as touché t'as comme client un avocat dans la ville. Comment, est-ce que du coup tu arrêtes cette ville-là, ou est-ce que tu prends plusieurs avocats, mais du coup comment tu organises la répartition de la SERP sur les différents avocats, est-ce que c'est juste orienté par leur budget? Et du coup je pense que c'est super intéressant, c'est super malin. Il y a effectivement manifestement du budget, il y a une belle boîte, mais comment tu structures ça si tu as une niche aussi petite? Ok. Et alors il a dit quoi? Non, on n'est justement pas allé sur ce sujet-là, et c'est dommage. C'est un peu frustrant. Ok, moi j'y avais réfléchi. En France, il y avait 10 000 villes de plus de 1000 habitants. Bon, après les villes de 1000 habitants, tu me diras, c'est pas très intéressant, mais en gros, je pense qu'il y a moyen de ne pas envoyer 2 clients sur la même zone, sinon tu peux vite passer pour un vendeur de tapis, quoi. Après. Et donc ça faisait les 5 conférences d'aujourd'hui. Ok, écoute, on est arrivé au bout. Bon écoute, ça marche. C'est une conférence de gagné. Et écoute, on a fait le tour. Ok, qu'est-ce que tu as pensé du coup? Alors grosso modo, on va prendre au global. Qu'est-ce que tu as pensé sur la partie juste des conférences au bout de cette semaine? Est-ce que juste cette partie-là, ça t'a apporté de la valeur ajoutée? Tu es satisfait de ce que tu as appris? Je trouve qu'au niveau conférence, il y avait quand même une grosse part. En fait, la majorité des conférences étaient quand même assez débutants, je dirais. Pas forcément débutants, mais assez haut niveau. Ça survolait pas mal de sujets, je veux dire. Oui, ok. Et en gros, sur ce survol, il y avait quelques pépites qui tombaient au fur et à mesure. Ouais. Mais du coup, c'était pas jonché de pépites. Ouais. Il fallait prendre les pépites là où elles étaient. Ouais. Et en fait, une bonne pépite bien appliquée, ça peut vite rembourser l'événement. Bien sûr, complètement. Mais je dirais que 5 jours pour ça, c'est peut-être un petit peu long. C'est un peu too much, ouais. Mais en même temps, l'événement, c'est pas que les conférences. Et là où les conférences ont déjà quelques parties d'intérêt, en fait, l'événement, c'est aussi les soirées. D'ailleurs, la soirée juste après encore. C'est vrai. Et du coup, c'est une chouette communauté française. Ouais. Oui, il y a beaucoup de Français, mais qui font le déplacement. Avec qui on a pu se rencontrer. Mais du coup, ça a permis de rencontrer des gens, d'échanger sur des pratiques, d'avoir un dynamisme. Et c'est cette partie-là aussi que je trouve intéressante, au-delà de juste les conférences, même si je suis content des conférences. Je pense qu'il pourrait faire plus. Franchement, je pense aussi. Quand un organisateur nous dit c'était vraiment genre ultra dense, genre le top, on leur a demandé incroyable, je pense que ça pourrait aller plus loin. Mais en fait, le combo rencontre plus quelques pépites, je me dis c'est quand même chouette. Moi, j'ai pris ma place pour l'année prochaine. Ouais, tu as repris, ok. Oui, puis ça te fait un support malgré tout. Je vais pas venir en France juste pour faire les soirées. Mais ça fait un support, tu vois. Mais c'est vrai que vu les profils qu'on avait, c'est des très beaux profils qui passent au Chiang Mai SEO, je me dis tiens merde, putain, il pourrait aller un petit peu plus en profondeur quand même malgré tout. Voilà, c'est ça. Mais là où tu vois, sur la conférence de hier qui était faite par un universitaire, en fait, je trouve qu'il y a une différence de niveau, en tout cas de résultats sur les confs, entre cette conf qui était extrêmement dense, mais avec l'Indien là. Il n'était pas indien, je crois qu'il est turc. Ah, turc, pardon. Et en gros, c'était vraiment. On a fait voilà ce qui se passe dans les brevets et dans les leaks. Et voilà ce qu'on a fait. Et en fait, c'était pas très clair sur qu'est-ce qu'on peut en tirer. D'accord. Et du coup, tu te dis, mais en fait, si c'est aussi creusé, mais plus lent, pour que ce soit digeste, en fait, il y aurait moyen d'organiser ces 3 jours pleins de conférences pour que ça soit encore plus fou. Je comprends. Et du coup, il y a ça, et puis après, il y avait quelques conférences officieuses organisées par des gens. Oui, c'est vrai, dont notamment Léo, qui sont aussi intéressantes. Et ça, c'est pas géré par les événements, et potentiellement, peut-être qu'il y a aussi plus de valeur, parce que les gens partagent des choses intéressantes. Clairement. Donc voilà, plutôt content de l'événement. Je pense qu'il pourrait faire mieux. Mais
assez content pour avoir repris ma place pour l'année prochaine. Ouais, ok. Oui, puis c'est tout un ensemble en fait. Hein, voilà. C'est les gens que vous allez rencontrer, puis c'est le fait d'avoir chaud alors qu'on est en hiver. C'est vrai que là j'ai trop chaud, j'ai hâte de retourner dans la clim. C'est vrai qu'il fait un petit peu chaud. Hein. Bon, écoutez, en tout cas merci à tous de nous avoir suivis. Amaury, merci beaucoup pour ton implication sans faille. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. À bientôt.